toutes les interviews où on prend ses distances et surtout où on ménage, où on ne pourra plus les voir. Et ça, je suis content de ça. Alors évidemment, sur le fond, il y a des quantités de choses à dire. On est bien d'accord. Mais sur la forme, je suis satisfait. Et je pense vraiment que si quelqu'un a des intervieweurs qui cassent les codes, il est meilleur. S'il joue ce jeu, s'il aime ça, il est meilleur. Nous, on fait notre job et lui, il est meilleur. Ma fierté, la seule et unique, c'est au moins d'avoir cassé les codes de l'interview politique. On a tourné clairement une page, on ne pourra plus faire une interview politique de la même manière. Plus jamais. Et vous, Boris Vallaud, qu'est-ce que vous en avez pensé de cette interview et du style des deux intervieweurs? J'aurais tendance à dire que, du point de vue du style des deux intervieweurs, il n'y avait pas de surprise. On connaissait et Jean-Jacques Bourdin et Louis Plenel. On ne découvrait pas leur pugnacité, leur ténacité, parfois leur agressivité. Donc j'allais dire que le débat, de ce point de vue-là, a tenu ses promesses. De la même manière, est-ce qu'on découvrait que le président de la République était lui-même tenace, endurant? Non. Donc je m'attendais à ce type de débat, pour être tout à fait sincère, et il était conforme au fond aux espérances que les uns et les autres pouvaient placer en lui. Alors ensuite, que peut-on dire? C'est que sans doute la forme l'a emporté sur le fond, en tout cas du point de vue de ce que le président de la République nous a dit. On a eu dans la semaine plus de 3h30 d'interview présidentielle. C'est considérable. C'était un effort de pédagogie, au cas où les Français, nous-mêmes, n'aurions pas compris ce que faisait le président de la République. Mais a-t-on appris quelque chose de nouveau? Moi, j'en ai pas eu le sentiment. Donc voilà ce que l'on peut dire. Que l'on casse les codes, que l'on soit intransigeant dans la façon d'interroger son invité. Moi, je trouve ça plutôt bien. Je vais vous dire, je préfère le style de Louis Plenel et de Jean-Jacques Bourdin que les journalistes qui passent les plats. Voilà. Bon, je vais essayer de ne pas vous faire les gros yeux comme Jean-Jacques Bourdin en vous interrogeant, Boris Vallaud, mais y a-t-il eu, selon vous, une inflexion de la représentation que les Français pouvaient se faire d'Emmanuel Macron? On lui a beaucoup reproché sa verticalité, son côté jupitérien. Est-ce que le fait d'être soumis à des questions sans peut-être que les formes soient mises, est-ce que cela a permis de faire apparaître un autre visage au chef de l'État? Écoutez, c'est aux Français qui seront sans doute interrogés de répondre. Moi, je peux vous donner mon sentiment personnel. Vous aussi, comme politique. Vous donner mon sentiment personnel. C'était deux journalistes choisis par le président de la République qui savaient quelle serait la forme de ce débat. Il avait sans doute le désir de montrer qu'il n'avait pas peur d'aller à l'affrontement. Il y avait sans doute une forme de prise de risque de sa part. Il y avait sans doute le désir de montrer que face à deux journalistes qui pouvaient monter en température, il gardait son calme. Ça n'a pas toujours été le cas, mais il a plutôt bien réussi. Donc est-ce que l'image des Français a changé? Est-ce qu'il a donné à voir des inflexions de sa politique qui n'est la politique que pour les plus favorisés? C'est quand même un exécutif, un gouvernement qui fait de la politique pour quelques-uns, qui oublie l'essentiel des Français. De ce point de vue-là, je ne crois pas qu'il y ait d'inflexion et que les Français se soient dit au terme de cette interview « Ah ben on avait mal compris ». Pas d'inflexion. Malgré tout, est-ce qu'il y a une manière peut-être plus équilibrée de voir cet homme dont on a dit qu'il était, encore une fois, beaucoup trop surplombant, beaucoup trop technocrate? Est-ce que l'homme est apparu derrière des fonctions qui pouvaient paraître trop techniciennes? Mais il est toujours, y compris dans cette interview, jupitérien. Il y a toujours cette verticalité. Il y a toujours cette certitude inébranlable. C'est un président de la République et une majorité qui ne doute pas, qui avance avec la force de l'évidence, avec le bon sens macronien chevillé au corps, et qui finit par n'écouter que lui-même. Vous avez fait partie de la même majorité que lui, Boris Vallaud. Vous avez d'ailleurs dit que sous le quinquennat de François Hollande, la trahison s'était bien portée. Vous pensiez notamment à lui? Bien sûr. Bien sûr. J'ai même dit, pour être précis, qu'à bien des égards, la déloyauté avait été érigée en vertu. Sauf que on a besoin aussi de collectifs. Si nous ne sommes pas capables de nous entendre entre nous, de travailler, de nous écouter, eh bien,
il y a peu de raisons que nous soyons capables de convaincre les Français. Vous savez, j'ai fait une campagne électorale qui était la première pour moi. Parce que c'est la première fois que je me présentais, après beaucoup de réflexion, beaucoup d'hésitation. Et ce que je me suis souvent entendu dire par ceux qui avaient été par le passé les électeurs du Parti Socialiste et qui n'entendaient plus l'être, c'était vous avez donné à voir de vous-même un spectacle lamentable. Et je dois dire qu'il en reste pour moi-même quelque chose. Voilà. On a besoin, dans la refondation du Parti Socialiste, en particulier, de réapprendre à s'écouter, à se parler, à se convaincre. Dimanche soir, justement, Emmanuel Macron a été interrogé à ce sujet. C'était au sujet du CICE, ce mécanisme qui permet à certaines entreprises de voir leurs impôts diminuer lorsque celles-ci investissent, un mécanisme qui a été accusé de créer un effet d'aubaine. Et Emmanuel Macron a assumé ce mécanisme, mais pas complètement assumé. Malgré tout, ce qui voulait dire que sous François Hollande, il y avait des débats. Est-ce que finalement le macronisme, c'est l'aile droite du hollandisme? Est-ce que c'est ça qui apparaît aujourd'hui? Dans ce cas-là, est-ce que c'est une trahison? D'abord, dire une chose avec netteté. Au moment où Emmanuel Macron, au moment où il y a eu le CICE, Emmanuel Macron était un collaborateur du président de la République. Un collaborateur, c'est un collaborateur. Il formule des propositions, il propose des arbitrages, il en gagne parfois, il en perd souvent, mais enfin, il n'en assume pas la responsabilité politique. Et vous voulez dire que c'est pas de sa faute? Non, c'est pas ça. Je dis juste en tout cas, moi, j'ai toujours veillé. Ceux qui ont la légitimité des urnes, ceux qui assument face aux Français les responsabilités des décisions qu'ils prennent, ce sont ceux-là qui commandent. Ce ne sont pas les conseillers, les collaborateurs et les administratifs. Qu'il ait eu des désaccords, peut-être. Est-ce qu'il est plus libéral? Il est un libéral. Évidemment, ça me paraît d'une limpidité chaque jour plus grande. Mais à l'époque, c'était un libéral qui se taisait, un libéral qui cherchait un alibi parce qu'il travaillait auprès de François Hollande, ou est-ce qu'il y avait des débats au sein de l'Élysée? Moi, je ne sais pas quels étaient les débats au sein de l'équipe du président Hollande lorsque Emmanuel Macron en était le secrétaire général adjoint. Moi, je suis arrivé après. J'étais directeur de cabinet d'Arnaud Montebourg. Je peux vous dire qu'il y avait des débats et qu'il y avait des désaccords entre Arnaud Montebourg et François Hollande. Je crois que ça n'a échappé à personne. Il y avait donc des désaccords aussi entre le directeur de cabinet d'Arnaud Montebourg que j'étais et le secrétaire général adjoint de l'Élysée qui était Emmanuel Macron. Ensuite, il a été ministre de l'économie. Il prenait ses responsabilités politiques. Et là, en effet, en particulier dans un certain nombre de propositions qu'il avait lui-même formulées en matière de flexibilisation du marché du travail, de facilitation des licenciements, de plafonnement des indemnités prud'homales. Oui, il a fait apparaître ce qu'il était, c'est-à-dire, au fond, un libéral et quelqu'un qui a la conviction que le marché fait toujours mieux que l'État. Alors donc c'est quelqu'un qui, en quelque sorte, a réprimé sa vraie nature, ou en tout cas ce qu'il pensait, puisque malgré tout, vous venez des mêmes sphères. Vous avez été donc secrétaire général adjoint de la présidence de la République. Donc même si vous n'avez pas travaillé à ce poste à ses côtés, j'imagine que vous avez entendu parler de lui. Vous avez fait l'ENA dans la même promotion que lui. Il y a d'ailleurs beaucoup de gens qui aujourd'hui sont en responsabilité, qui appartenaient à cette promotion Senghor. Est-ce que ça signifie que vos points de vue divergent profondément ? Je le crois. Et je vais vous dire, de plus en plus. Il est vrai que quand on fait une école comme l'École nationale d'administration, qui à bien des égards dans son recrutement est un concours de reconnaissance, culturel, social... Concours de reconnaissance, c'est-à-dire ? Eh bien que, par exemple, si vous faites une copie d'économie, et qu'on vous demande s'il faut respecter impérativement les critères de convergence, vous avez plutôt intérêt à répondre oui. Vous voyez ce que je veux dire. Et ça n'est pas... forcément à ce moment-là qu'on exerce son esprit critique. Mais moi, j'ai toujours... Mais ça veut dire quoi? Pardonnez-moi, ça veut dire s'arracher à ce que l'on est. À ce que l'on est presque par détermination sociale. Échapper à ce qui est une domination culturelle, celle des libéraux, que beaucoup, et notamment un certain nombre d'élites, qui sont les gagnants de la mondialisation, à qui je ne fais pas le reproche d'en tirer bénéfice, ont en partage. Et il faut se poser chaque jour la question de savoir ce qui est juste. Pour qui on se bat. Et moi, les gens pour qui je me bats, je les vois dans ma permanence. Je les vois dans les Landes. On se bat jamais pour soi-même. En tout cas, moi... vous savez, c'est assez intéressant quand on entre dans l'hémicycle de l'Assemblée nationale, dans les premières semaines. Beaucoup se revendiquent être le peuple, sur tous les bancs. Et moi, en entendant cela, je me dis, mais proclamer qu'on est le peuple, c'est déjà le début du populisme. Et chaque jour, je me dis,
tu n'es pas le peuple, mais tu as des engagements à son endroit. Mais de ceux qui vous ont élu et de ceux qui n'ont pas voté pour vous aussi. C'est intéressant ce que vous dites sur l'ENA. Est-ce que ça signifie, lorsque vous répondez à une question en utilisant la doxa libérale, est-ce que ça signifie que vous pensez que cette doxa libérale est la vérité, ou est-ce que vous savez fort bien que ça n'est pas la vérité, mais la vérité qu'on attend de vous? Écoutez, quand on sait que c'est la vérité qu'on attend de soi, je veux dire que déjà l'esprit critique est en marche. Si j'ose dire. Oui, c'est pour ça que je vous demande s'il y a une distinction. Mais ce que je crois, c'est que, en particulier Emmanuel Macron, est sincèrement convaincu de ce qu'il dit. Il est sincèrement convaincu qu'il faut accomplir le dernier acte du libéralisme en France pour sortir le pays d'affaires. Sauf que moi, je pense le contraire. Mais c'est quand même... Parce qu'il faut lire, parce qu'il faut écouter, parce qu'il faut travailler sur soi-même, parce qu'il faut s'arracher parfois à ses certitudes, à cette espèce aussi de façonnage, je ne sais pas si le terme est juste. Voilà, moi quand je regarde aujourd'hui l'état du Parti Socialiste, de la social-démocratie en Europe, je me dis comment en sommes-nous arrivés là, alors que la pensée de gauche avait sans doute dominé tout le débat intellectuel jusqu'au début des années 80. Que s'est-il passé? Nous avons perdu des batailles culturelles sans même nous apercevoir. On a raté le tournant de la mondialisation. On a raté le tournant de la réorganisation du capitalisme. Et nous font face des transitions majeures qu'il va falloir affronter dans la fidélité à nos valeurs. Je pense à la révolution numérique, je pense à la transition énergétique. Voilà ce que je crois fondamentalement. Ça, c'est pour ce qu'Emmanuel Macron pense ou penserait sur son style de gouvernement. Il tranche, alors on peut considérer qu'il tranche en bien ou en mal, mais on lui prête un pouvoir de trancher plus important que celui de François Hollande. Est-ce qu'il rénove le style de gouvernement, la manière de gouverner, d'après vous, Boris Vallaud? Moi, je voudrais vous dire ce que j'observe comme parlementaire. Et je découvre le Parlement. Je découvre un petit Parlement dans une grande démocratie. Ce n'est pas le seul fait de la pratique politique du président Macron. Petit Parlement, ça veut dire des godillots? Un Parlement faible, qui a peu de moyens, peu de pouvoir d'initiative, des capacités de contrôler, d'évaluer l'action du gouvernement qui sont en réalité réduites à la portion congrue, et un déséquilibre institutionnel qui est majeur, au bénéfice du président de la République, c'est la pratique de la Ve République, mais que Emmanuel Macron pousse à son paroxysme. À son paroxysme. D'une certaine manière, on peut dire que le général de Gaulle avait l'aspiration d'être au-dessus des partis. Emmanuel Macron a l'aspiration de faire sans les partis. Mais il finit par faire seul. Moi, ce que je crois, c'est que les Français, les citoyens, n'ont besoin ni de tuteur ni de maître. Vous savez, Hegel disait « malheur aux peuples qui ont besoin d'un chef ». Eh bien, je crains que Emmanuel Macron se comporte en chef. Il n'écoute que lui-même, il disqualifie les corps intermédiaires, il renvoie toute forme d'opposition à une posture, à du cynisme, à du refus de regarder le monde en face. Moi, je crois que c'est la condition d'une démocratie vivante. Emmanuel Macron fait seul, mais on a l'impression là aussi que François Hollande faisait de manière faisait de la politique avec trop de factions, trop de courants à concilier. Est-ce que justement, ça n'est pas une force du politique que de décider seul et de ne pas avoir à faire des synthèses qui sont difficiles à trouver, Boris Vallaud? Non, mais la démocratie ne se grandit pas de se dispenser d'un débat citoyen, d'un débat parlementaire. Il est plus souvent qu'à son tour escamoté par le recours notamment aux ordonnances et d'un dialogue social approfondi. Et lorsque j'écoute les organisations syndicales, j'ai l'impression qu'elles ne sont pas de ce point de vue très satisfaites. Qu'il s'agisse d'ailleurs des organisations syndicales. Quand vous avez fait la loi loi travail, je veux dire vous les socialistes, oui, vous n'avez pas écouté beaucoup de monde. Je vais vous répondre. Bon, comme je vous l'ai dit, moi j'étais un conseiller. Ensuite, vous n'aurez pas échappé, il a échappé à personne, et en tout cas moi il ne m'a pas échappé, qu'on a perdu dans les grandes largeurs, que le Parti Socialiste a perdu dans toutes ses dimensions, et qu'il y a sans aucun doute des choses que nous aurions dû faire que nous n'avons pas faites, sans aucun doute des choses que nous n'avons pas faites que nous aurions dû faire, et donc moi je m'autorise toutes les libertés dans l'imagination de l'avenir. Bon, mais sur ce style de gouvernement d'Emmanuel Macron, sur la manière de dire, voilà, maintenant il faut trancher, il faut faire les réformes que la France attend. Mais il y a une différence entre être réformiste et être réformateur. Là, c'est la réforme pour la réforme. Des fois, on se demande où il veut en venir. Je dis, moi, je commence à voir, je crois que les Français commencent à voir, la société qui se dessine. Quelle société? Qui est celle des aspirations d'Emmanuel Macron. Écoutez, c'est une
il prend acte de la mondialisation. Vous savez, Tony Blair disait à propos de la mondialisation, c'est un espace d'opportunité considérable, mais seuls les débrouillards vont pouvoir s'en tirer. Mais la vie, le monde, la France n'est pas faite d'une société de débrouillards. Et au lieu de résister contre l'approfondissement des inégalités, au lieu de résister, j'allais dire, à l'affaiblissement des plus faibles, c'est un gouvernement et un président de la République qui prennent acte d'un pays durablement coupé en deux. Il y aura, pour les uns, des mini-jobs avec des mini-protections sociales et des mini-rémunérations. Pour d'autres, il y aura de meilleures protections, de meilleurs salaires, de meilleurs contrats. Il y aura aussi, en matière de politique fiscale, des choix qui sont faits en faveur des plus favorisés. Vous savez, cet engagement tenu du président de la République, tout de suite, c'est pour les plus riches. Et puis pour les autres, c'est plus tard. Et ce pays qui sera socialement, économiquement, géographiquement même, coupé en deux, il peut rester durablement politiquement coupé en deux. Mais ceux qui vont voter et ceux qui n'y vont pas. Et ceux qui n'y vont pas, le jour où ils y retourneront, je crains que ce ne soit pas pour une aventure merveilleuse et heureuse. Mais lorsque le politique promet plus qu'il ne peut tenir, ce qu'a peut-être fait le gouvernement précédent, est-ce que vous n'avez pas l'impression qu'il ne remplit pas sa fonction, qu'il crée plus encore de déception? Emmanuel Macron a dit, voilà, je ne suis pas le Père Noël, il n'y a pas d'argent magique, bref, un certain nombre de... Il n'est pas le Père Noël. Il n'est pas le Père Noël. D'abord, je vais vous dire, la politique, elle s'affaiblit de proclamer sa propre impuissance à saisir la réalité au collet, à changer le cours des choses. Moi, je crois qu'il n'y a pas de mouvement qui soit spontané. Bien sûr, on vit dans un monde ouvert. Bien sûr, il y a la mondialisation. Bien sûr, il y a un certain nombre de contraintes qu'on ne peut pas ignorer. Mais enfin, on peut agir. Il n'y a pas d'impuissance. Alors, il n'y a pas d'argent magique. Mais enfin, quels ont été les premiers actes ? Lui est dans le volontarisme, Emmanuel Macron. Quand vous dites on peut agir. Bien sûr, on peut agir. Mais il faut agir pour les plus faibles. Il faut agir pour les plus modestes. Il faut agir pour ceux qui en ont le plus besoin. Que les premiers actes de ce gouvernement soit en faveur des plus riches. On dit, il n'y a pas d'argent magique. Mais avec la suppression de l'ISF, la flat tax, on sert les 5% de Français les plus aisés quand on oublie les 5% qui sont le plus en difficulté. C'est l'ordre de priorité aussi qui est condamnable et que je réprouve pour ma part. À cela, Emmanuel Macron dit qu'il veut attirer les meilleurs. Ce n'est pas une bonne formule, ce n'est pas un but. Vous savez, il y a une conception très élastique de la cordée. Hein, c'est-à-dire il y a ceux qui montent, puis il y a ceux qui restent en bas. Voilà, c'est pas ma conception. Vous voyez, moi je ne crois pas qu'on puisse abandonner un certain nombre de gens à ce que les libéraux considèrent comme leur destin de perdant.